GT World Challenge Europe a repris ses droits le week-end dernier au Nürburgring pour la manche Endurance Cup, une manche de rentrée qui est évidemment l'occasion pour nous, Endurance Info, d'aller à la rencontre des différents acteurs après cette pause estivale entre guillemets pour certains, puisque les programmes multiples n'offrent pas forcément de temps de répit aux différentes équipes. Mais c'est également le moment où pas mal de structures commencent à réfléchir à la fin de saison 2025, mais évidemment à préparer 2026. Pour cela, nous allons avoir un invité un petit peu particulier dans ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, en la personne de Jean-Michel Barthes, le patron de Come2You Racing. On rappelle Come2You Racing, vainqueur des CrowdStrike 24 heures de Spa en 2024 avec, à l'époque, la nouvelle Aston Martin Vantage GT3. Jean-Michel Barthes, donc, qui répondra à plusieurs questions dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Et donc Jean-Michel Barthes, notre invité spécial dans ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, qui est au Nürburgring avec Laurent Mercier, qui était également présent sur cette manche allemande de l'Endurance Cup 2025. Messieurs, bonjour. Comme je le disais, Jean-Michel, c'est l'heure de la rentrée, entre guillemets, pour les équipes. Bon, pour Come2You, j'imagine que la pause a été un petit peu réduite, du fait notamment du programme DTM, où vous étiez récemment au Nürburgring, justement, et avant la manche du Sachsenring, qui a été disputée il y a quelques jours. Donc, un programme bien chargé, j'imagine également, pour la fin de saison, Jean-Michel, entre le DTM et le GT World Challenge. Comment on prépare ça en essayant de ménager au mieux les troupes? Bonjour à tous. C'est vrai que j'entendais parler de pause estivale. Je pense qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire cette année, mais finalement, c'est pas plus mal de rester dans le rythme. C'est pas plus mal d'être toujours occupé. C'est pas plus mal d'être toujours concentré sur ce qu'on a à faire. La pause, ce sera pour après. Et quand on voit ce qu'on est en train d'écrire dans les petits papiers, je suis pas sûr qu'on aurait une vraie pause estivale ou hivernale cette année. Bah justement, Laurent, on a vu que Jean-Michel avait un programme chargé. Est-ce que déjà et l'équipe Come2You a décidé un peu de plusieurs choses pour cette fin d'année 2025, ou est-ce que déjà 2026 on a déjà une vision un peu plus générale de ce qui va se passer, on va dire? Je ne sais pas si Jean-Michel parle de programme hivernal, c'est signe qu'il doit y avoir quelque chose dans les tuyaux. Alors je vous rassure, on va pas faire d'Andros. Ah. Mais même si on a pris énormément de plaisir à l'époque de le faire, non, c'est clair que à un moment donné, on doit se dire que nos voitures, c'est un investissement énorme, c'est beaucoup de sous qu'on dépose sur la table, et c'est un petit peu comme une compagnie aérienne. Quand les avions restent au sol, en fait, ils coûtent de l'argent. Les voitures, quand elles ne roulent pas, ça coûte de l'argent, c'est la structure qui est là. Et donc, il faut qu'on trouve quelque chose à faire sur tous les mois de l'année. Et donc, oui, c'est clair que, mais c'est pas nouveau. C'est clair qu'on a déjà réfléchi les autres années à qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'hiver. Et l'hiver, en gros, c'est novembre, décembre, janvier, février, hein, parce que après, finalement, les championnats classiques dans lesquels on est reprennent. Mais c'est clair qu'il faut qu'on trouve des choses à faire. Pour plusieurs raisons, en fait, hein. Il y a, je disais, la raison économique, et puis il y a aussi, il faut pas se le cacher, on a des équipes techniques, on a nos mécanos, et je pense qu'on a une équipe de mécanos qui est exceptionnelle, et il faut pas que ces gars-là puissent aller voir ailleurs. Et donc, si on veut pas qu'ils aillent voir ailleurs, ben, on doit leur donner du boulot chez nous, avec la mentalité qu'on a, avec la philosophie qu'on a et tout. Et donc, il faut aussi qu'on puisse leur proposer quelque chose qui fait que, en gros, ils ont ce qu'on appelle un temps plein, une saison complète avec nous. Et c'est la même chose dans les autres teams, mais ça fait partie de ça. Et je rigolais avec l'Andros. À l'époque, quand on a fait l'Andros, c'était aussi pour regarder nos gars pendant l'hiver, hein. Parce que alors, je ne sais pas quelle est la proportion, Jean-Michel, de freelance, puisque c'est quand même quelque chose qui est très répandu dans le sport auto. Je ne sais pas chez vous si vous avez beaucoup de gens, on va dire, vraiment comme Come2You, ou beaucoup de freelance. Mais c'est sûr que quand on est indépendant en tant que mécanicien, on cherche. J'ai aucun souci à répondre à ça. Aujourd'hui, Come2You Racing, c'est en gros une cinquantaine de personnes. Sur les 50 personnes, et quand je dis 50 personnes, c'est 50 personnes qui travaillent grosso modo à l'année. Sur les 50 personnes, on a 3 salariés.
Et donc, le reste, ce sont des freelances. Pourquoi on a des freelances? C'est pas qu'une question de facilité ou autre. En fait, comment on fait avec un statut d'un salarié aujourd'hui qui preste en Belgique 38 heures semaine, en France 35 heures semaine, en Allemagne 32, comment on fait pour avoir un salarié chez nous et comment on fait sur une course de 24 heures pour le faire ces 38 heures semaine. Et il fait quoi? Après, À après une 22 heures, journée il et arrête. demie, il rentre chez lui. C'est le cadre réglementaire qui n'est vraiment du coup pas adapté en fait pour avoir des salariés temps plein. Oui, mais le statut, on parle très souvent dans les pays de statut d'artiste, de statut il y a énormément de statuts un peu différents. Aujourd'hui, on n'est pas une usine, on n'est pas un garage, on n'est pas un atelier, on est une équipe de sport avec des horaires bizarres et des réglementations bizarres. Et tout le monde s'éclate là-dedans, ils sont tous passionnés, mais on n'a pas de réel statut. Et j'en demande pas, hein. Aujourd'hui, le statut de freelance fonctionne bien. Les gars sont payés à la journée ou à l'heure suivant les contrats qu'on a avec eux. Et ça fonctionne très bien comme ça. Mais c'est impossible aujourd'hui d'avoir des salariés, sauf pour les supports administratifs ou genre de choses, quoi. Mais un mécano qui vient sur circuit à chaque fois, qui bosse parfois 7 jours sur 7, qui bosse parfois 15 heures sur une journée, il n'y a pas de statut salarié qui existe pour ça. Alors, c'est bien, on a parlé de trophée Andros, mais on n'a pas parlé de programme encore. Ah oui, j'ai réussi à détourner le truc. Donc, c'est quoi le programme? Enfin, il n'y en a pas 50 pour l'hiver si tu veux faire un championnat complet. Non, on va déjà terminer le GT World Challenge Déjà, cet été, déjà. et où je suis fier de ce qu'on fait, la prestation qu'on a là, et même si les résultats sont pas complètement là, mais si tu veux, on peut en reparler après, mais même si les résultats en victoire, en podium sont pas tout à fait là, moi je suis très fier du boulot qu'on a fait. Le programme, on y va, on va faire l'Asian Le Mans Série. En tout cas, on a envie de le faire. On va remplir nos entry forms et on va payer l'entry fee. Après, ça reste politique là-dedans, puisque même si on est en ordre de paiement et même si on est en ordre d'entry form, tu n'es jamais sûr de pouvoir être sélectionné pour pouvoir venir. Il y a un comité de sélection. Il y a un comité de sélection. Et donc, on verra si on est sélectionné pour pouvoir faire l'Asian Le Mans Série. Et l'idée, on a inscrit 2 voitures. Ces 2 voitures sont inscrites. Les entry fees ont été payés. Et maintenant, on attend d'avoir la réponse de la sélection. Et c'est quoi l'idée? C'est de mettre un pied aussi dans une série assez haut, c'est de voir quelque chose d'autre aussi. Déjà, le DTM est déjà quelque chose d'autre. Là, c'est un nouveau championnat, nouveau promoteur, nouveau pneumatique. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on apporte de l'expérience à l'équipe et qu'on apporte de l'expérience à Aston et à ProDrive et de pouvoir continuer à développer la connaissance de notre équipe. Et puis après, j'entends la question qui est derrière. Et si on gagne, est-ce que l'invitation au Mans Forcément. Mais c'est pas ça l'objectif principal. L'objectif principal, c'est réellement de compléter nos outils, de continuer à développer nos outils et de développer la méthode avec laquelle on arrive à faire nos programmes. Et tant mieux si on est invité au Mans. C'est un peu aussi le cas cette année avec le DTM où c'est un peu en mode totale découverte avec, si on peut parler de résultats, pour l'instant c'est compliqué. Mais peut-être parce que le championnat est compliqué, peut-être parce qu'il faut du temps, peut-être parce que vous avez moins le soutien aussi du constructeur par rapport à d'autres. Non, on n'a pas du tout de soutien du constructeur au niveau du DTM. Bon, voilà. C'est un full programme privé que j'ai, et c'est même pas l'entreprise, c'est moi personnellement que j'ai financé. Et l'idée, c'était clairement de nous montrer sur cette scène du DTM qui est formidable. C'est un plateau formidable et tout. Et aujourd'hui, on voit que la pompe commence à être amorcée. On a des partenariats qui commencent à se dessiner. On a une demande d'Aston Martin de ProDrive pour discuter de 2026 et je pense que la stratégie était la bonne et je pense qu'on a amorcé la pompe pour qu'on embarque avec nous nos partenaires. Mais c'est pas un peu frustrant du coup d'être toujours un peu loin en termes de résultats? Non, c'est pas frustrant parce que ça c'est toujours ce que je dis, c'est la différence entre la passion et le professionnalisme.
Et le passionné, clairement, il va être déçu. On est 23e et 24e en général. Parfois, on est 18e et 19e parce que les autres ont abandonné devant, etc. Mais on a montré de très, très belles choses. D'abord, quand tu regardes il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, les Winward, les Niki Team, les René Rast, etc., ils sont passés par où on passe. Et un jour, ils ont été débutants, ces mecs-là. Et aujourd'hui, Gilles et Nico sont débutants. Aujourd'hui, comme tu Racing est débutant. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on a progressé là-dedans et qu'est-ce qu'on a réduit le gap. Et le gap aujourd'hui, il a été réduit, mais mieux que ça, on a marqué des points. Alors, pas de bol, on s'est fait, on avait un capteur qui était défectueux sur la voiture de Nico au Norris Ring, mais Nico, en attendant, il fait le meilleur temps de son groupe. Il l'a fait ce temps-là. Et on n'a pas triché, il n'y avait rien. Il y avait un capteur qui était défectueux. Et là, contrairement peut-être à d'autres championnats, avec le DTM, tu rigoles pas. T'es d'accord ou pas? On a des paramètres qui sont au-dessus de ce qu'on tolère. Est-ce que oui ou non, c'est au-dessus de ce qu'on tolère? Oui. Mais le capteur, non. Est-ce que oui ou non, c'est au-dessus? Oui. On a été disqualifié. Et c'est comme ça. En attendant, Nico le tour, il l'a fait. Nico, il a rayé l'arrière de la voiture et les rétroviseurs. D'ailleurs, je ne prêtais plus jamais aucune de mes voitures parce que s'ils roulent comme ça avec une voiture, tout ça, on l'a fait. Quand je vois, il y a quelques semaines, ce qu'on a fait au Sachsenring, et quand je vois, on est en galère le vendredi en test, on arrive à faire un samedi moyen, et le dimanche, on met Gilles qui termine 9e dans un championnat comme celui-là, sur un circuit comme le Sachsenring. Moi, je suis hyper fier du travail qu'on fait, et les résultats, ils sont là. Certes, tous les passionnés attendent un podium, attendent des victoires, mais quel est le team qui a gagné la première année? Quel est le team ou le pilote qui a gagné la deuxième année? J'en sais rien, hein. Mais et ça, vous les journalistes, c'est votre métier d'aller chercher ces statistiques-là. Mais moi, je suis très fier du chemin qu'on a, et je suis certain qu'on est là pour longtemps dans le DTM. Tu peux prendre comme exemple Abt, qui était avec Audi l'an dernier, qui joue le titre, qui cette année passe avec Lamborghini, qui est quand même, faut reconnaître, un peu dans le dur. Il change de voiture. Et tu peux me rappeler, il y a Abt, qui est certainement un des meilleurs teams au monde. Et quels sont leurs 2 pilotes? Mirko Bortolotti, Niki Team. Et qui est le champion titre. Champion sortant. Et ils sont où? Ils sont 2-3 dixièmes devant nous. Alors, je suis pas frustré, et c'est là où je suis très fier de ce qu'on fait. Franchement, quand je vois ce qu'on fait, quand je vois avec qui on se bat, avec des Abt, Bortolotti, Niki Team, des René Rast, des BMW, avec des budgets colossaux, et quand je vois ce que nous on fait avec nos petits budgets, avec notre équipe qui est formidable et notre équipe de passionnés, moi je dis waouh, et je suis super fier de ça. Et tout le monde le sait. Quand on a demandé, nous, pour utiliser cette année un joker technique, parce qu'on a un besoin technique pour être plus performant sur les circuits mécamos du DTM, que toutes les équipes ont dit non. Je pense que tout le monde sait qu'on n'a pas intérêt à ouvrir la porte à Come2 Racing, parce qu'ils savent qu'on va le faire. D'accord. Et on va le faire avec 2 pilotes jeunes. Hein, oui, aussi. Mais je le rappelle, René Rast, il a été un jour débutant. Mirko Bortolotti, il a été un jour débutant. Et ils ont tous fait une première saison en DTM. Alors, on peut parler des choses qui fâchent, mais est-ce qu'on n'attend pas justement un ajustement de BOB pour vous remettre un peu dans le groupe? Comme ça change 4 fois par meeting à peu près en DTM, est-ce que, déjà d'une, est-ce que c'est un peu frustrant? Enfin, ou est-ce que c'est la solution de facilité quand ça va pas? Alors, la chance qu'on a, nous, un petit peu avec Aston Martin en DTM, c'est qu'on est un petit peu absent des radars. Et quand tu regardes, c'est très rare qu'on soit favorisé ou défavorisé enfin, qu'on reçoive ou qu'on nous enlève quelque chose. C'est le cas ici en GT World Challenger aussi. Oui, mais d'un autre côté, tu as raison, on n'a jamais fait une pole avec l'Aston Martin. Jamais. On n'a jamais dû nous rajouter 50 kilos après une session, ou 30 kilos, ou 20 kilos, ou nous enlever du boost après une session. C'était la première fois en DTM, il y a 2 ou 3 meetings. On a pris en DTM, comme on dit, et là, c'était yes, enfin, on va downgrader la Stone parce qu'elle est un peu trop performante. Alors oui, il y a un peu de ça. D'un autre côté, moi, je trouve que nous, on ne fait pas non plus le boulot complètement. Et donc, je trouve que pour le moment,
BOP, pas BOP, tant que on n'aura pas la performance à 100% de ce qu'on est capable de faire avec les outils qu'on nous donne, je pense que on peut se plaindre. Alors après, je comprends pas, moi, les autres qui se plaignent, hein, parce que on se plaint de quoi, en fait? On se plaint de la performance du pilote, on se plaint de la performance du team qui n'a pas été capable de faire le truc, on se plaint, mais c'est la BOP la responsable, ce sont les teams. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me plains pas de la BOP parce que je trouve qu'on ne preste pas à 100% ce qu'on doit faire. Donc, c'est pas la peine d'aller toquer à la porte Et pourtant, elle est à côté. Pourtant, elle est à côté de nous. Mais Pour aller se plaindre de la BOP. non. En revanche, quand je vois, et je l'ai vu à Manicourt, j'ai vu des changements de BOP, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font en GT World Challenge? Pourquoi, pour la deuxième course, on va encore favoriser certaines marques et certaines équipes? Pourquoi on le fait? Ça ne sert à rien. Et là, il y a des moments où tu te dis, ils se trompent. Ou c'est de la politique. Ou de lobbying. Mais c'est de la politique. Mais finalement, quand tu prends trois équipes ou trois marques et que tu leur donnes à chacun un avantage, finalement, c'est quoi le politique là-dedans? Ils ont tous pris la même chose et ils vont tous aller un tout petit peu plus vite. En gros, tu n'as favorisé personne. Hein. Tu as juste fait un changement de POP qui ne sert à rien. Parce que là, c'est sûr que forcément, après la victoire des 24 heures de Spa, parce que c'est ce dont tout le monde se souvient, c'était votre première année avec Aston, c'était l'édition du centenaire. Et du coup, au final, depuis, on voit l'Aston, mais on ne voit pas l'Aston dominer. Mais je vais être très direct et très franc par rapport à notre victoire aux 24 heures. Je suis très fier de ce qu'on a fait. On n'a pas fait d'erreur, on n'a pas eu de pénalité, etc., etc. C'est toutes les règles qu'on connaît. Mais c'est Ferrari qui a perdu la course. Hein. C'est pas nous qui l'avons gagné. Hein. Alors oui, on était deuxième, on était là et on était dans le match. Mais sinon, la voiture qui était surdominante et qui devait exploser tout le monde, c'était la Ferrari. Ils sont juste pas capables d'avoir fait le boulot. Mais ils avaient une BOP qui était ultra favorable. Ils avaient un équipage qui est pro, mais avec la voiture qu'ils avaient, c'est avec 3 tours ou 5 tours d'avance qu'ils devaient gagner. Hein. Ils n'ont juste pas été capables de le faire. Et un bon coup de malchance en plus, quand même. Mais c'était pas de la malchance, parce que il n'y a pas eu que ce coup-là pendant les 24 heures. Alors, tout le monde va retenir le fait que j'ai acheté 3 Lamborghini pour bloquer la Ferrari dans la pit lane. Il n'y a pas eu que ce coup-là. Ils ont fait énormément d'erreurs. Et c'est pas la seule course où ils ont fait des erreurs. Et cette année, tu penses qu'il y avait aussi un bon coup à jouer sans le pépin technique? Je pense qu'on avait la meilleure voiture pour gagner les 24 heures de Encore mieux que l'année passée. Oui. Je pense qu'on aurait, sans le pépin technique, je pense qu'on aurait pris la tête de la course en plein milieu de la nuit et je pense qu'on gagnait les 24 heures. Donc là, c'est pas une histoire de BOP parce qu'elle n'est pas fondamentalement différente de l'année passée. C'est juste que l'équipe a peut-être mieux travaillé, que les pilotes ont peut-être encore mieux travaillé, que vous connaissez mieux la voiture. Oui, on a eu certainement une stratégie qui était un peu meilleure encore. Et si, c'est toujours avec des si, hein, mais si on ne faisait pas d'erreur, si on n'avait pas de track limite, si on n'était pas impliqué dans un accrochage, etc., je pense que cette année, on avait le package pour gagner une deuxième fois consécutivement les 24 heures. Et moi, c'est fou à dire, on avait inscrit 4 voitures, j'ai aucune voiture à l'arrivée, mais je suis très fier de ce qu'on a fait et je suis content de ce qu'on a démontré. Et toi, tu mets aussi un point d'honneur à apporter le même soutien à toutes les voitures et pas forcément que la voiture qui roule en pro, c'est-à-dire que la voiture qui roule en bronze, qui peut rouler en silver ou qui peut rouler en gold selon les catégories, les classes, le soutien est le même et le travail est le même. Pour moi, la voiture pro ne sert qu'à une chose, c'est d'amener un benchmark à nos clients. Mais mes clients à moi, ce sont ceux qui payent. Ce sont ceux qui sont passionnés et qui viennent rouler. Donc, pour moi, j'aurais une attention beaucoup plus importante pour les classes inférieures que pour la voiture pro. La voiture pro, elle doit performer, on doit démontrer ce qu'on est capable de faire avec des professionnels, mais elle doit être au service des 3 autres ou des 2 autres voitures qui roulent à côté. Oui, donc il y a la même fierté quand la voiture elle gagne à Manicourt sa classe. Non, je suis plus fier à la limite d'avoir une voiture en silver ou en bronze qui gagne que d'avoir la pro qui gagne. La pro qui gagne, c'est normal. Oui, il est là pour ça au final. Alors que les autres, ils travaillent pour y arriver. Mais allez, je dis pas que, attention, je dis pas que Drudy, Sorensen et Tim ne travaillent pas. C'est pas ça que je dis non plus. Ce sont des pros, ils sont là. Mais ce sont des pros, ils sont payés pour ça, ils doivent faire le job, ils doivent amener. Mais ils doivent t'amener les datas qui permettent de servir à tes clients et à tes jeunes pilotes et pouvoir développer ça, en fait. Et ce qui est génial, c'est
quand tu formes des gars comme ça, que tu les fais évoluer et qui deviennent pilotes pro. Mais c'est ça qui nous anime. C'est facile, hein. Moi, je veux bien demain dire, je reçois X millions du constructeur et je fais un programme avec 3 voitures pro, 2 en sprint, tout illimité, et on y va. C'est quoi le challenge? C'est quoi le challenge? C'est quoi le sens que tu donnes à ça? Et en même temps, je suis pas sûr que comme n'importe quel chef d'entreprise, d'abord, t'es pas sûr de gagner. Et en plus, comme n'importe quel chef d'entreprise, je suis pas sûr que tu es riche. Hein. Tu es riche de quoi, en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Humainement parlant, qu'est-ce que tu as amené? Et ça, c'est pas ce qui m'anime. Okay. Et toi, est-ce que pour autant, tu t'es acheté un bateau, tu t'es acheté un avion, tu t'es acheté des trucs grâce au sport automobile? Non. Il y a des teams, ils s'achètent des bateaux, des trucs, des machins, et puis ils font du sport automobile. Tous les teams n'ont pas forcément la même vision, n'ont pas forcément la même politique. C'est ce qui est génial dans le sport automobile, c'est qu'on partage en fait dans un paddock, on partage cette vision-là. Et je connais ça depuis la Fun Cup. Tu vois la Fun Cup où tu as les gars qui viennent et qui bricolent sur leur voiture, et puis tu as les teams qui sont plus organisés, qui ont un petit hospi, qui ont truc, etc. C'est ça qui fait la richesse du sport automobile, mais la vraie richesse. C'est ça qui fait le truc, et que tout le monde cohabite. Mais, et là on va y revenir, il ne faut pas que cette richesse et ce pouvoir de l'argent te donnent un pouvoir supplémentaire. Et il faut laisser la possibilité au team qui vient avec sa remorque et avec sa voiture sur sa remorque, on doit lui laisser la possibilité de gagner une course comme le mec qui vient avec une fortune incroyable et qui dépose son argent sur la table et qui met pression sur l'organisateur avec cet argent-là. Oui, mais là, ça, c'est quelque chose qui est plus possible maintenant en GT3. Tu peux pas venir avec ta remorque et gagner une course. Ça dépend de la taille de la remorque. Ouais, certes. Ça dépend de la taille de la remorque. Mais tu sais, il y a des teams qui viennent avec une remorque et 2 voitures ou une voiture dedans, et il y a des teams qui viennent avec 17 remorques pour faire rouler toujours 2 ou 3 voitures. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coût, généralement, à ton sens, aujourd'hui, en GT3? Mais bien sûr que tout coûte cher. D'abord, le sport automobile, ça coûte excessivement cher. Le GT3, ça coûte de plus en plus cher. Les voitures coûtent de plus en plus cher. Faire rouler, tu prends le coût au kilomètre d'une Audi qui finalement est la vieille voiture du plateau, et tu prends une voiture moderne, c'est x2. Pour 1 kilomètre, c'est x2. Une Audi, ça coûte 18 € du kilomètre. Une voiture moderne, ça coûte entre 35 et 40 € du kilomètre. Ça inclut quoi dans les 18 € et dans les 36 €? Bah, tu calcules le carburant, les pneus, voilà. L'usure de la voiture. Mais pas l'amortissement de la voiture. Mais pas l'amortissement de la voiture, on est bien d'accord. Ouais. Et donc, le même tour à Spa, c'est x2. Sachant que théoriquement, les 2 voitures ont les mêmes chances du fait de la BOP. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Je suis d'accord de dire ça à partir du moment où on le fait dans les mêmes conditions, avec le même type de pilote, avec le même niveau de carburant, avec le même poids. Mais aujourd'hui, comment on peut faire une BOP pour une Audi, parce qu'on parle de ça, alors qu'elle n'a pas de voiture en pro? Avec tout le respect que j'ai pour un pilote silver, un pilote bronze, un pilote gold, un pilote par rapport à un platinum, normalement, il va aller moins vite. Et pourtant, on arrive à faire une BOP sans pilote pro. Il faut que Audi remette une voiture pro pour pouvoir la balancer. Mais moi, je l'ai vu, et on n'a pas beaucoup d'expérience, mais ça fait quand même un petit peu de temps que je suis quand même dans l'automobile et proche de Audi, puisque j'ai quand même été très proche de WRT pendant tout un temps. Et donc, l'Audi et la vie de l'Audi, je la connais. Mais entre une Audi et une Aston Martin, ça pourrait être le même pilote, c'est pas la même chose. On peut prendre le cas de Dries Vanthoor qui a roulé chez Audi et qui était intouchable et qui était certainement un des meilleurs pilotes en GT3 sur une Audi. Première année en BM, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Et pourtant, c'est une GT3, c'est des pilotes pro. Comment on fait une BOP avec ça? Alors, toi, le team est passé d'Audi à Aston. Est-ce que justement, quand tu as voulu un peu changer, aller voir avec un autre constructeur, c'est quoi les axes? Pourquoi Aston et pas Ferrari? Pourquoi pas BM? Pourquoi pas Porsche? En fait, c'est quoi le cahier des charges si tu veux changer de marque? Bon, je pense qu'il y a une histoire de coût, il y a peut-être une histoire de soutien du constructeur, une histoire de pilote. Et c'est quoi le cahier? Pourquoi on va aller là et pas là? Pour être très transparent, il y a 2 ans maintenant, quand Audi nous a annoncé qu'ils arrêtaient
le soutien des teams, on s'est dit, oulala, il faut qu'on trouve un autre constructeur parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir un benchmark, on a besoin d'être dans le développement d'une voiture, d'être dans la participation au programme GT3, en tout cas dans ce cas-là. Et on a été très très loin. Je me rappelle encore la discussion aux 24 heures de Spa en 2023. On était avec Ford et on était à 2 doigts de signer avec Ford parce que le projet était intéressant, etc. Et Ford, ils ont eu cette simplicité et cette humilité de nous dire on ne va pas pouvoir répondre à court terme à vos ambitions, vous de team. Et nous, on voulait faire le GT World Challenge en endurance avec 2 ou 3 voitures. On voulait faire le sprint, on voulait faire les 24 heures de Nürburgring, etc. Et on avait exprimé en fait tous nos souhaits par rapport à ça. Et ils ont dit désolé, là-dessus, on ne va pas pouvoir vous suivre. Et c'est ce qui a fait, entre guillemets, capoter le sujet. Après, tout le monde sait que Ben Bourder de chez ProDrive, Aston Martin, m'avait envoyé un message sur WhatsApp, pas sur WhatsApp, sur Messenger, un truc. Ne m'envoyez jamais de message sur Messenger, je ne les lis pas. Et donc, depuis ce message-là, je l'ai lu un peu plus régulièrement, mais je l'ai vu, mais je ne sais pas combien de temps après. Et c'était une demande d'Aston en disant on sait que vous êtes un team Audi, on sait que vous allez perdre finalement le soutien de Audi, on a quelque chose à vous proposer, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut se mettre à table? Qu'est-ce qui fait que tu travailles avec une marque? C'est un peu la position que tu peux avoir au sein de la marque, c'est est-ce que on est en ligne sur notre vision? Est-ce qu'on a envie de développer quelque chose? Est-ce qu'on a envie de grandir? Ou bien tu veux juste être client? Parce que tu peux très bien dire, moi je suis juste client, je veux juste que tu me fournisses une voiture, je puisse acheter des pièces. Ouais, Voilà. Et moi j'ai mes 3 clients qui roulent sur la voiture, etc. C'est pas l'ambition qu'on avait. C'est ce qu'on avait. C'est pas ce qu'on a développé à l'époque en TCR avec Audi. C'est pas ce qu'on a développé avec Audi en une année en GT3. Et donc, il fallait qu'on continue ce concept avec un mix entre un support de l'usine, une implication qu'on peut avoir avec l'usine et les clients, parce que moi, je pense que le GT3, en tout cas chez SRO et dans d'autres championnats, reste quand même un programme Customer Racing. Et donc, quand tu arrives à mettre tout ça ensemble, tu te dis, je reçois des pièces, je reçois un peu d'argent, je reçois des pilotes, je reçois un soutien technique, ingénieur, motoriste, etc., de la part du constructeur. Je suis impliqué dans les décisions pour le futur développement, etc. Tu te dis, OK, c'est un projet où on peut se mettre en commun. Quand on te dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner les 24 heures de Spa, c'est de gagner les 24 heures de Daytona, c'est de gagner. Je n'ai pas dit que c'était ça ce qui nous avait fixé, mais quand on te dit tout ça et que tu dis, OK, je me sens en ligne avec, on peut y aller, on peut signer un contrat et on développe une collaboration. Et aujourd'hui, moi, je suis assez satisfait de la collaboration qu'on a avec Aston. La première année, c'était l'année dernière, c'était compliqué, hein, mais c'était compliqué pour eux aussi. Qui connaissait qui? Personne ne connaissait personne. Et donc, on a dû apprendre à se connaître. C'est des relations humaines. On a dû apprendre à se connaître. On a une voiture qu'on ne connaissait pas. Et ils ne la connaissaient pas beaucoup plus que nous non plus. Et ils ne connaissaient pas ce côté customer racing, alors que nous, on avait cette expérience-là. Eux, c'était, on mettait des voitures pour gagner les 24 heures du Mans, et c'est finalement, ça a toujours été un peu leur philosophie. Et là, on leur a ouvert aussi ce spectre-là. Deuxième année, c'est cette année. Je trouve qu'on a une terrible collaboration avec eux. On a des échanges qui sont beaucoup plus importants. On a des rituels qui ont été mis en place, des réunions avec nos ingénieurs, avec leurs ingénieurs, avec nos souhaits techniques, avec nos souhaits d'évolution. On en a parlé de BOP. La BOP, c'est une galère. Il ne faut jamais oublier que chaque fois que la BOP change, on doit faire un nouveau mapping pour la voiture. Et un mapping, ça veut dire la gestion électronique du moteur. Et c'est chaque fois un ingé qui doit reprogrammer le tout en un délai, mais parfois ridicule. Hein. Parfois, c'est 1 heure avant le départ de la course où on reçoit la BOP et on doit faire la modification du mapping. Chapeau au mec de chez AMR pour le boulot qu'il fait, parce que ça, c'est pas nous. Nous, team, on n'a aucun pouvoir là-dessus. On ne peut pas aller inscrire quelque chose dans le moteur. Donc, c'est le constructeur qui fait ça. Et donc, tout ça, on a réussi à vraiment améliorer. Et puis, on verra l'année prochaine de comment ils sont intéressés aujourd'hui par le DTM. Ils sont aujourd'hui intéressés
par d'autres championnats qu'on pourrait faire. Et on voit que la mayonnaise, elle est en train de prendre. Et c'est génial de voir ce qu'on a réussi à développer en 1 an et demi. Et est-ce qu'avec la voiture pro, avec quand même des pilotes officiels, est-ce que vous faites ce que vous voulez aussi en stratégie de course, ou est-ce que vu que c'est une voiture pro, Aston a son mot, le constructeur a son mot à dire sur comment il faut faire les choses? Je repense à Spa où quand il y a une voiture Audi-Sport Team Come to You, là je pense qu'Audi-Sport a forcément un peu, je ne vais pas dire un droit de regard, mais stratégie peut-être un peu plus interne qu'une stratégie de team. Là, on parle peut-être plus d'une stratégie constructeur qu'une stratégie d'équipe. Alors, quand on a une voiture pro, on a bien souvent une équipe qui va à côté, un ingé ou un ingé data qui est là, etc., qui vient du constructeur. Mais ça reste quand même une voiture comme Toyo Racing. Et le gars qui a le dernier mot à dire, c'est moi. Et si je ne suis pas d'accord avec la stratégie qu'Aston me propose à ce moment-là, j'ai le droit d'arbitrer et de dire non, je ne suis pas d'accord et on va changer ou bien ça va dans ce sens-là. Je ne dis pas que je le fais, mais au final, c'est ma voiture et c'est mon équipe qui est là. Donc, c'est moi qui ai le dernier mot là-dessus. Alors, si c'était un full factory programme où on est juste des prestataires, je dirais OK, c'est votre problème, vous décidez de tout. Mais ce n'est pas un full factory programme. Mais comme avec mes clients, aujourd'hui, les clients payent pour rouler avec la voiture, mais ça reste quand même la décision de l'équipe de rentrer à tel moment, de faire telle ou telle chose, etc. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez en termes de... Enfin, on sait que c'est un sujet peut-être un peu touchy, un peu tabou, mais que les constructeurs, je pense, sont les premiers un peu, entre guillemets, à essayer de plomber le travail qui est fait pour la BOP, qu'il ne faut pas se cacher, qu'il ne faut pas se montrer. Et je pense que ça complexifie forcément le travail Il ne faut pas se cacher, Laurent, là-dessus. Des gens... Tout le monde joue, tout le monde roule avec de l'essence, tout le monde roule en dessous. Moi, j'en peux plus de ça, de voir les essais libres, les qualifs où tout le monde cache son jeu. Ouais, mais entre rouler avec de l'essence et rouler en disant avec un target lap time qu'il faut dire au pilote, là, il ne faut pas que tu ailles plus vite, je trouve qu'il y a un peu une différence. Mais ça se passe comme ça. Oui, mais justement, mais le problème il vient peut-être de là aussi. Oui, le jour, moi, je serais content le jour où tout le monde, et c'est ce qu'on avait fait nous en TCR, à un moment donné, on avait dit stop, on arrête. Moi, j'ai dit à François, stop, on arrête ce jeu-là. Et on a joué devant. Et tu vas voir le promoteur, et tu vas voir l'organisateur, et tu lui dis, écoute, je vais être très transparent avec toi. On va rouler sans poids, avec la quantité d'essence nécessaire pour faire la qualif. En revanche, tu ne me pénalises pas, parce que moi, j'ai joué le jeu. Et aujourd'hui, bien sûr que tout le monde cache son jeu. Bien sûr. Mais le problème, de nouveau, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le problème, c'est pas le régulateur le problème. Le problème, c'est les moyens que mettent les teams et les constructeurs pour essayer d'enfumer le législateur. Et le problème, il est là. Et ceux qui parlent bien dans la presse en général sont les premiers beaux joueurs. Et qu'est-ce que tu penses, Jean-Michel, du petit changement réglementaire pour les pré-qualifs qu'il y a cette année? Où il faut rouler avec le même train de pneus, il faut... Qu'est-ce que tu penses? Plein de carburant, rentrer la voiture pour les stands, faire un nombre de tours minimum. Est-ce que tu veux que je te réponde c'est une règle en plus et qu'on va, suivant le nombre de personnes que tu as autour de ton bureau dans ton stand, tu vas pouvoir apprendre à contourner plus facilement ou moins facilement. Est-ce que par contre, dans l'ensemble, est-ce qu'il n'y a pas trop de, je ne parle pas de BOP, mais dans l'ensemble, est-ce qu'il n'y a pas trop de règles au final? Et tu sais, la principale règle qu'on pourrait avoir, en Formule 1, tu ne peux pas dépenser plus que autant. En WTCR, tu ne peux pas être plus que autant dans le box. Et pourquoi on ne dit pas que finalement, un team de GT World Challenge, c'est 9 personnes? Quand tu as 12 avocats, 3 mecs qui analysent en permanence le règlement, 2 qui font ça, truc. À un moment donné, est-ce que c'est ça le sport auto? Aujourd'hui, le sport auto, c'est devenu comment, c'est l'être humain qui est comme ça, hein, c'est comment je contourne le règlement sans me faire rigoler. Ça, c'est quand tu es français, ça. Oui, mais il y a beaucoup de Français alors. Hein. Non, c'est propre à l'humain. Et aujourd'hui, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais c'est sans y aller, et en même temps on peut y aller, mais sans tricher réellement,
c'est comment je me fais pas gauler, quoi. Et est-ce que c'est en corollaire, on voit que les notice boards se remplissent de plus en plus à la fin des courses, ou voire même pendant les week-ends. Tu penses que c'est une conséquence de ça aussi, d'avoir tout pour aller chercher la petite bête, pas que en piste, quoi. Il y a eu certains événements dans les années précédentes qui font que l'organisateur, le promoteur et les directions de course ont peur finalement des réactions de certains teams. Il y a des choses qui se sont passées qui n'ont plu à personne et qui font qu'aujourd'hui, tout est analysé et chaque chose demande une décision pendant ou après la course. Et je pense que les décisions sont de plus en plus difficiles à prendre parce que les teams sont hyper armés. Il y a peut-être aussi une professionnalisation à outrance de tout le monde. Je suis d'accord, c'est ce que je dis. Venir avec ta remorque et ta voiture sur le plateau et essayer de gagner une course, ça complexifie la chose. Mais à un moment donné, tu te dis, oh les gars, stop, hein, on va aller où là? Et est-ce que nous, les teams là, et moi je me mets dedans parce que c'est facile de dire, oh oui, tel team, ils font ça, ils sont 45, ah celui-là, ils sont 12, et trucs. Chez nous aussi, hein, on cherche à voir de quelle manière on peut être les moins vulnérables possible, comment on peut jouer le mieux possible, comment on peut profiter le plus possible de certaines choses. Et ce serait complètement faux cul de dire qu'on le fait pas. À un moment donné, nous, les teams, là, est-ce qu'on ne devrait pas se dire, là, on est en train de prendre une mauvaise direction et on se tire une balle dans le pied, là. Quand tu joues à ce jeu de la BOP, et même certains, ça va jusqu'à la qualif, hein, parce que j'allais dire, c'est pendant les essais libres. Il y en a qui se qualifient aujourd'hui 22 ou 25e et qui savent très bien qu'ils vont remonter parce qu'ils vont avoir une aide de la BOP, parce qu'ils ont bien joué, et trucs, etc. Quand tu joues à ça, est-ce que tu n'es pas en train de te moquer du fan qui regarde ses courses, qui tous les jours est connecté, qui nous écoute là maintenant? Et est-ce qu'on se fout pas aussi de la tête de l'organisateur et lui dire, je suis plus malin que toi? Tu crois qu'ils sont plus cons? Les mecs là qui font la BOP, c'est des ingés qui ont une expérience de dingue et ils voient les trucs. Il faut juste qu'ils arrivent à démontrer, et ça c'est compliqué. Et quand soudainement tu as une voiture à la 24e heure de course aux 24 heures qui bat le record de qualif et que tu vas plus vite que pendant les qualifs avec une voiture qui a fait 24 heures de course, enfin 23 heures et demie de course, est-ce que tu te moques pas aussi des gens en disant j'ai un petit bouton qui fait que ça fonctionne? Et tu crois que ça n'existe pas? Ça a toujours existé. Ça existe en cyclisme, ça existe en sport automobile, ça existe au tennis, ça existe dans tous les sports. Et dès le moment où on parle de compétition, il y a un moment donné des gens qui pètent un petit peu les câbles et qui perdent un petit peu leur raison. Pourquoi? Pour gagner une coupe, hein. Il faut quand même rappeler le truc. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. On ne gagne rien quand on gagne un championnat. Rien. Il n'y a pas d'enjeu financier. L'enjeu, en tout cas direct, enfin, c'est pas comme en Formule 1. Il n'y a pas de retombées TV ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas comme en Formule 1, on a des droits télé, où on paye moins cher ou plus cher en Formule 1, son entry fee pour l'année prochaine, etc. Hein, que je trouve, et on a déjà parlé plein de fois avec Laurent. Moi, on a parlé BOP, on parle un peu de règlement et de respect du règlement. Je trouve honnêtement, et c'est là où moi ça me saoule un petit peu de voir tous ces articles. Si les teams jouaient le jeu, on ne parlerait pas de BOP. C'était donc notre podcast de rentrée avec Come to You Racing et Jean-Michel Barthes, avec lequel nous avons pu aborder plusieurs sujets. Donc, comme vous avez pu voir, entre l'actualité chaude et l'avenir à court terme. Merci Jean-Michel en tout cas pour cette discussion un peu à bâton rompu. Merci Laurent également pour avoir mené les débats sur cette manche du Nürburgring. Nous on se donne rendez-vous très rapidement dans un prochain numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, avec évidemment au menu les 6 heures d'Austin sur le circuit of the Americas où Thibaut Villemont sera évidemment sur place et pourra nous donner donc tous les détails de cette manche du WEC. Merci Laurent, merci Jean-Michel pour votre temps et nous on se donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro. Merci. Merci Pierre.